Radio. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis aussi une élève en première maintenance mécanique. Et moi, c'est William, je suis en terminale carrosserie. Alors, pour commencer une première question, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette cause. Madame Arnaud, vous répondez avant moi. Bonjour à vous deux et je suis contente d'être là aujourd'hui avec William et Audrey. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui m'a amené à m'engager dans cette cause ? Je vais essayer de faire bref. Tout d'abord parce que moi j'ai été sensibilisée très très tôt à l'exploitation des femmes puisque je suis née sur une habitation de canne à sucre et j'ai vu ces femmes courbées dès le matin, habillées avec tout ce qui pouvait les protéger dans les rejetons, comme on appelait, les rejetons de canne, à mettre des produits, des pesticides dans les cannes, des longues journées de travail, courbées et avec des salaires minables. Alors ça, c'est une première chose. Bon. Et la deuxième chose, c'était aussi la question du droit de cuissage. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces femmes, comme disait une femme, je ne sais pas si elle est encore en vie quand on avait des rassemblements à la maison des syndicats, qui disait en iche, en pain. C'est-à-dire que quand tu voulais manger, il fallait avoir une relation sexuelle avec le commandeur ou avec l'autre. Ce n'était pas, comment je vais dire, pour chaque femme, mais il y avait aussi ça qui régnait. Donc, déjà là, j'ai été sensibilisée par ça. J'ai été aussi sensibilisée par la charge mentale qu'avait ma mère sur cette habitation. Habitation, c'est une exploitation de canne à sucre, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une habitation, où il y avait un gireur, j'étais fille de gireur, donc avec quand même un peu privilégié, si on peut dire. Mais ma mère, elle gérait la maison, l'éducation des enfants, et elle gérait aussi, parce qu'elle était plus éduquée que mon père, c'est elle qui faisait les cahiers de paye, et elle tenait une boutique pour vendre du rhum, du sucre, et tout ça pour les travailleurs. Donc, et moi, fille, j'étais aussi impliquée dans toute cette charge mentale, si on veut. Donc ça, déjà là, j'ai été bien sensibilisée par ça, sur la question d'abord sur la question d'exploitation des gens de façon générale, l'exploitation des travailleurs, des grèves qu'il y avait, de la peur au ventre que j'avais quand il y avait des grèves, des gens qui réclamaient de meilleurs salaires. Donc, mon engagement politique a été d'abord sur la question des classes sociales. Et puis, en même temps, quand je suis rentrée au lycée, quand je me suis engagée dans mes études, et là, c'était le lendemain des années 70, et le lendemain des années de mai 68, la grande révolution, enfin, si on peut dire la révolution de 68, où on demandait la liberté pour tout le monde. Donc, j'ai été très, très sensibilisée à la question des injustices en direction des femmes, la question de l'IVG. Et puis, il y a eu un drame dans ma famille aussi, où une nièce que ma mère avait été élevée a été assassinée par un homme au pied de son travail. Voilà, ça a été le déclic. Enfin, j'étais déjà engagée, mais ça a été cette violence d'un homme qui a tué cette jeune femme, Chantal. Voilà, et j'en dirai pas plus, parce que c'est un peu raide. Ouais, on a du mal à sortir du ressenti quand je parle de ça. Alors, concernant, vous avez vu qu'il y a une certaine proximité entre Madame Arnaud, que j'appelle parfois Madame Arnaud ou Georges, et j'aurais du mal à parler de moi en tant que déléguée aux droits des femmes sur la thématique d'engagement. Puisque, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans une institution, on travaille, je suis fonctionnaire d'État et je fais mon travail de fonctionnaire. Donc, déléguée aux droits des femmes auprès du préfet, pourquoi j'y suis ? Parce que je suis persuadée qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait une représentation forte et qu'on ait des actions fortes menées par l'État sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur ce volet-là, avant ça, je travaillais dans un autre service. Je m'occupais notamment d'aménagement et des 50 pas géométriques et de logement social à la DEAL. Avant, on disait DDE. Et c'est un endroit où on rencontre beaucoup de femmes seules
avec des enfants et beaucoup de femmes dans des situations précaires qu'il faut aider à avoir un titre de propriété. Hein. Ça revient à ça, tout simplement. Donc, par rapport à mon parcours professionnel d'agent de l'État, il y a eu un intérêt pour la cause sociale, qui fait que je me suis retrouvée aussi à la délégation aux droits des femmes. Mais comme on est dans un petit pays et qu'on se connaît tous et toutes, et qu'il faut être très transparente, je suis aussi une militante. J'ai aussi été militante féministe auprès notamment de l'association Culture Égalité. Donc pour des questions de déontologie, d'éthique, de morale, j'ai mis un coup d'arrêt à mon activisme féministe, parce que c'est pas la même chose de servir une cause en tant que fonctionnaire qui fait son travail et puis en tant qu'association activiste qui fait un autre travail. Et dans mon parcours personnel, j'ai baigné dans une famille assez engagée en politique, à Fort-de-France et aussi au Diamant, et très proche de toutes ces sensibilités-là. Donc j'ai grandi avec des gens qui s'intéressaient depuis toujours aux questions d'égalité, d'inégalité. Et puis on est dans une famille très ouverte sur la question de la place des femmes. Mon Dieu, ma grand-mère, ma mère, ma sœur et moi, on a quand même toujours pu ouvrir notre bouche bien grand et ne pas avoir peur de prendre des engagements. Voilà pourquoi j'ai tout mélangé. Dans une fonction de déléguée aux droits des femmes, je suis en cohérence avec mes convictions personnelles et en même temps, j'essaie au mieux de servir une politique publique qui permet d'aider les personnes qui sont le plus en difficulté. D'accord. Diriez-vous que c'était un combat difficile et pourquoi ? Si ça aide. Oui, c'est dur parce que tout à fait, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause du quinquennat. D'accord. Mais c'est quand même le plus petit budget de l'État. Donc, qui a diminué. Qui a peut-être diminué. Donc, on a quand même une contradiction. Ça veut dire qu'avec pas beaucoup de moyens, il faut faire beaucoup de choses. Donc, on s'y met à fond et on donne de sa personne quand on est à ce type d'activité. Après, sur la partie agréable, c'est qu'on a en Martinique un réseau d'associations extraordinaires. Vraiment, on a des partenaires associatifs extraordinaires. Et sans elles, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas réalisables concrètement. Il y a beaucoup de personnes, de femmes, d'enfants qui ne seraient pas accompagnées, aidées, écoutées, aimées concrètement dans leurs difficultés, dans leur parcours. Et c'est la partie la plus agréable de ma mission. C'est vraiment ce travail avec le réseau des associations qu'il y a sur ce territoire. Voilà, je laisse la suite à Georges Arnaud. Un combat difficile. Oui, c'est un combat difficile parce que on s'attaque à la racine même de la société. On s'attaque aux privilèges des gens, aux privilèges des hommes, et qui existent depuis la nuit des temps. Donc, c'est un combat difficile pour amener à comprendre, pour vraiment faire bouger les lignes. Et c'est un combat de tous les instants. C'est-à-dire qu'il ne faudrait rien laisser passer. Je ne donnerai même pas l'exemple de ce qui s'est passé hier soir avec des journalistes. Mais c'est un combat vraiment de tous les instants et il faut absolument qu'on arrive à conscientiser les gens. Alors, il y a cette lutte que nous menons. Montrer aux gens que nous ne sommes pas contre les hommes, parce que pour les gens, on est contre les hommes. On est des féministes, on est des enragés. On est des gens excités, on n'a peut-être pas d'hommes. On nous traite de tous les noms possibles et imaginables. Et puis, donc, il y a... Mais on a aussi cette lutte à mener, même contre des femmes qui se disent que cette lutte n'est pas nécessaire mais en fait, pour nous, c'est difficile parce qu'elles le disent tout simplement parce qu'elles sont tellement impliquées. Elles sont tellement impliquées dans cette société qu'elles n'ont pas envie de voir la réalité en face. C'est-à-dire que, et si elles voient la réalité en face, elles adoptent une autre attitude et ça va déranger l'équilibre même de leur foyer. Par exemple, si une fille et un garçon, on sort de là, on dit moi, là, je ne veux plus que tu contrôles mon portable, je suis la femme de ma vie, je suis libre, je peux fréquenter qui je veux.
ça crée un désordre. Donc, il y a ce travail qui est extrêmement difficile de conscientisation et surtout que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour le faire. Et on dérange une société qui est là, qui est basée sur cette inégalité. Donc, c'est ça la difficulté. Et puis, elle est permanente. Donc, ça, c'est épuisant parce qu'il ne faut rien laisser passer. Il faudrait être sur le terrain. Alors, la difficulté aussi, c'est sur certaines... Quand on reçoit des femmes victimes de violences, il faut pouvoir entendre et écouter ces violences. Et ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Heureusement qu'on nous a appris à prendre du recul par rapport à ça. Et quand elles viennent en face de vous et vous dire qu'en fait, elles sont peut-être coupables, et une dame m'a dit, oui, c'est peut-être parce que je lui ai mal parlé mercredi, que je lui ai demandé pourquoi il est rentré aussi tard. C'est pour ça qu'elle m'a frappée. Elle culpabilise. C'est la culpabilité des femmes aussi. C'est-à-dire que, elles sont en permanence culpabilisées. C'est-à-dire c'est de leur faute. Et amener ces femmes à comprendre qu'on les croit et qu'elles ne sont pas coupables, que l'auteur, c'est lui qui la met dans cette situation. Et c'est pas elle. C'est pas elle. Donc ça, c'est tout un travail, mais c'est un travail permanent avec les femmes que nous recevons dans notre espace d'écoute à la rue Victor Hugo. Il y a d'autres associations aussi. Donc ça, c'est un travail extrêmement difficile. Et puis en plus, le travail le plus difficile, c'est le combat en direction des pouvoirs publics. Parce que, nous trouvons qu'ils ne bougent pas suffisamment et que cette cause-là, qui est une noble cause, ça n'avance pas, quoi. Qu'on aimerait que ça soit quelque chose de transversal, que l'égalité entre les hommes et les femmes, les luttes contre les violences et tout ça, soit un projet politique sur leur agenda. Et on ne peut pas faire sans les pouvoirs publics, quoi, pour changer la société. D'accord. Est-ce qu'il y a un combat dangereux ? Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé dangereux. On me dit, est-ce qu'on a déjà été victime de violence ? Moi non. On a 2 ou 3 hommes qui peuvent de temps en temps passer et puis vous dire 2 mots, mais c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est-à-dire, le danger est plus insidieux. On ne se rend pas compte, par exemple, que vous pouvez emmener votre voiture et que vous vous rendez compte que finalement, les choses n'avancent pas. Et puis après 3 semaines, quand vos choses n'avancent pas, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose là. C'est-à-dire que le danger n'est pas le danger physique, mais c'est dans les conséquences sur comment on va vous accueillir. Alors, on peut vous accueillir très bien parce qu'on a un petit peu peur, mais il peut y avoir des répercussions de ce genre-là. Mais c'est un combat enthousiasmant. C'est une joie. Mais vraiment, les luttes sont... Parce que... et on gagne. On gagne. Quand les féministes ont gagné la question de l'entrée de l'IVG dans la Convention, c'est exaltant. Quand nous étions sur le campus hier et que nous avons vu que les gens ont fait des communiqués tout de suite parce que nous avons dénoncé l'insécurité et qu'ils se sont mis en branle, mais c'est exaltant, c'est-à-dire qu'on gagne. On fait avancer les choses. Quand on voit quand on est allé chez le préfet et qu'on lui a demandé des espaces d'écoute pour des femmes, des logements pour les femmes comme on l'a fait il y a une 20aine d'années, c'est exaltant. Et c'est exaltant parce qu'on le fait ensemble, en commun. C'est pas une lutte individuelle, c'est une lutte commune. Et vous pouvez pas vous imaginer hier soir comment nous étions heureuses avec ces jeunes femmes qui avaient peur, qui ne voulaient même pas venir à la manif parce qu'elles ont peur des représailles. Donc, c'est gagner des luttes, c'est difficile, ça demande beaucoup de sacrifices, c'est surtout ça demande beaucoup de sacrifices, mais c'est exaltant parce qu'on pose une pierre pour une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus progressiste, et ça, les garçons et les filles, il faut le faire, il faut s'engager parce qu'on gagne. On gagne et on fait avancer notre société et on la prépare pour nos enfants et on la prépare pour les autres. Donc l'engagement, il faut le faire, il faut s'engager et pas rester là dans une fatalité et garder masse passée. Non, il n'y a pas de danger à être délégué aux droits des femmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai que je reconnais que les associations les personnes qui s'exposent, qui parlent de leur engagement, prennent des risques d'une manière générale, mais j'ai rien de plus à
à ajouter. J'aurais tellement aimé que vous puissiez partager l'enthousiasme de Madame Arnaud. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais un jour vous vous rendez compte et vous remercierez vos enseignants, vos professeurs de vous avoir fait rencontrer Madame Arnaud. Je dis ça, je dis rien. Quelle est l'expérience la plus difficile à laquelle vous avez été confronté? Alors moi, directement, c'est quand je suis contactée par un homme qui me présente sa situation de violence. Oui, de violence. Parce que je suis pas outillée pour ça et parce que sa façon d'aborder la chose, c'est une écoute inconditionnelle. On n'a pas à avoir d'a priori. Donc, on entend un homme qui vous dit, voilà, je suis dans une situation bizarre parce que ma compagne a porté plainte, mais en fait, c'est pas moi, c'est pas elle, c'est moi, c'est pas moi, c'est le... Bref, j'ai beaucoup de difficultés à être efficace. Voilà, ça, c'est pas la situation la plus difficile, mais c'est récemment la situation la plus problématique à laquelle je me suis trouvée confrontée. J'ai trouvé une solution, mais ça m'a un petit peu retourné quand même, parce que j'ai l'habitude de m'occuper des femmes. Mais on va en parler, ça m'est arrivé aussi, on va en parler tout à l'heure. Moi, la situation la plus difficile que j'ai rencontrée, c'est tout au début, quand il y a eu des femmes, des féminicides, des femmes tuées dans leur couple et tout. Et qu'à ce moment-là, il y a eu, alors il y en a une qui avait pas été, qui n'était pas morte, mais qui était passée nous voir juste avant. On l'avait reçue, c'est moi qui l'avais reçue parce qu'à l'époque je recevais beaucoup de femmes et je ne sais plus si elle était décédée ou pas. Mais il y a eu une montée des pseudo-intellectuels dans les médias, dans certains médias, qui nous a fait en disant que nous étions responsables de la mort de la femme, que nous étions responsables parce qu'en fait on parle tellement de la question des violences que c'est nous qui poussons les hommes presque à assassiner ces femmes. Et ils nous ont poursuivis. On a fait une manifestation et il y a des hommes qui sont venus. J'ai l'image devant moi. C'était au pied de la CACEM, qui sont venus nous insulter depuis la CACEM jusqu'à l'endroit où nous allions pour la manifestation. Et nous n'étions pas nombreuses parce qu'à l'époque, on n'était pas très nombreuses. Et ça a été, premièrement, les filles, les autres membres avaient peur. Mais c'était ça. Et c'était pas, et c'était dicté pas par des gens du peuple. Parce que les gens du peuple nous disaient, c'est très bien ça qu'on va faire, on a bien continué, et les gens savaient dans leur réalité quotidienne. Mais c'était ces hommes avec des privilèges qui eux-mêmes, peut-être, étaient aussi des auteurs de violences et qui n'ont pas supporté. Et nous ont fait une campagne de dénigrement incroyable. Et on n'a pas eu peur pour notre vie. C'est mon nom, je vois, ils sont lâches. Mais on a surtout eu peur pour les membres qu'elles aient peur de se mobiliser, qu'on ne se mobilise plus sur ces questions-là. Et ça a été un moment extrêmement difficile. Extrêmement difficile. J'en ai d'autres, mais celui-là, c'est vraiment... Et puis quand j'ai été chargée de mission à l'Éducation nationale, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles avec des enseignants et des professeurs qui, vraiment, pour eux, la question de l'égalité homme-femme, et c'est toujours un homme qui prenait la parole pour nous dire que ce n'était pas un truc, mais il fallait être debout sur ses pattes de derrière, hein, et qui n'était pas un sujet. Et vraiment, un homme qui prenait la parole pour nous dire ça. Je me souviens, c'était au collège Place d'Armes. C'était un peu raide, mais enfin bon, je pouvais me défendre. Quelle a été votre plus belle victoire? Moi, j'ai eu une. La plus belle victoire que nous avons eue, c'est quand on a fait le premier procès pour harcèlement au travail. Alors là, vraiment, c'était extraordinaire. Tout d'abord, depuis le début. Ce sont des femmes qui étaient harcelées par un chef d'entreprise et rien n'avait été fait. Il y en a une qui s'est adressée à une association française et une qui est venue nous voir. Et donc, elles étaient harcelées sexuellement.
Mais vraiment. Et cette personne avait déjà un passé dans une autre entreprise dans laquelle il était. Et nous nous sommes portés partie civile pour ce procès. Ça a été très dur, très très dur. J'étais présidente de l'Union des femmes à l'époque. Et cette personne était une personnalité dans la société martiniquaise. C'était un mulâtre, c'était très proche de tous les élus. Et ce jour-là, il y avait un congrès, ce qu'on appelle un congrès, c'est-à-dire que tous les élus étaient rassemblés quelque part. Et ces personnes ont trouvé le moyen de descendre au tribunal pour être du côté de ce monsieur. Et donc, à droite, il y avait les gens qui étaient de son côté, c'était vraiment... et à gauche, il y avait le peuple et nous. Mais c'était ça, parce que toutes les femmes qui avaient été harcelées après, qui étaient harcelées, étaient venues au procès. Et là, ça a été très dur en même temps, un souvenir très dur, parce que les avocates qui étaient là, et l'avocat qui a défendu ce monsieur, ça a été terrible de ce que ces personnes ont pu dire sur ces femmes. Et après, elles sont venues s'excuser auprès de notre avocate. Bon, il fallait le faire parce que c'était un ami, vous comprenez, c'est un ami d'enfance. Et nous avons gagné le procès. Et ça, je vous jure que c'est pour nous et pour moi ma plus belle victoire. C'était cette victoire gagnée pas seulement parce qu'un homme sera condamné, mais contre la société avec les privilèges. On a combattu les privilèges là, de cette rangée de gens là, à droite, venir soutenir un harceleur, un violeur. Non, ça c'était et à gauche, nous avions toute la population pour nous. Et quand nous sommes sortis de là, on a eu même, à l'époque, on venait d'avoir 1 500 €. On venait d'avoir les euros. On était contente. 1 500 €, c'est bien. Donc, et c'était là, pour moi, c'est la plus grande victoire. On a eu d'autres procès pour harcèlement, pour, comment ça s'appelle ça, esclavage moderne et tout ça. Bon, mais ça a été, mais là, c'était la joie. Et nous avions des Françaises qui étaient venues. On avait une avocate française d'ailleurs, et un avocat martiniquais. On a fêté ça, je vous assure. On a fêté ça dans notre siège. Et c'était la joie, mais vraiment la grande, grande joie, parce qu'on avait combattu des privilèges. Et nous étions dans notre rôle de féministe, de lutter contre tous les privilèges, que ce soit les violences, que ce soit la question des classes sociales. Parce que là aussi, c'était un combat de classe sociale. Alors, c'est difficile de parler de victoire quand on est sur une fonction publique. Il y a à faire bien son travail. Ma grande victoire sera d'avoir tenu 6 ans à la délégation aux droits des femmes. Et il y a quand même eu des satisfactions personnelles. Je me rappellerai de cette petite dame qui était venue me voir. J'ai pris mes fonctions en 2019. J'étais tout au début et elle était encore... Elle était victime de violences et de harcèlement de son conjoint, père de son enfant. Elle vivait en France, hexagonale. Elle voulait rentrer ici pour s'éloigner. Elle avait de la famille ici, tout ça. Elle voulait rentrer en Martinique pour s'éloigner de la situation dans laquelle elle était là-bas. Et elle avait donc postulé dans une institution en Martinique. Et elle me demandait de l'aider. Donc, je me suis dit, oui, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, un courrier pour expliquer la situation. Mais je n'ai pas envoyé ce courrier. Je devais partir à Paris et je suis allée au siège de la structure qui devait l'employer en Martinique. Mais le siège social était à Paris. Et puis j'ai déposé dans la boîte aux lettres ce courrier pour expliquer qu'il n'était pas acceptable qu'on ne donne pas une priorité à son dossier par rapport à la situation de violence à laquelle elle était exposée. Comme trop toute attente, ça a marché. Donc, elle a été embauchée en Martinique. Donc, elle a pu rentrer. Elle travaille encore aujourd'hui. Elle a pu rentrer avec son enfant. Elle a pu s'éloigner physiquement très loin du monsieur violent. Elle a pu donc se reconstruire et redémarrer une nouvelle vie. Donc, c'est une petite victoire, mais en fait... Pour une femme, c'est une grande victoire. Et puis, en plus, je l'ai fait comme ça, quoi. En fait, j'ai plus agi comme une militante, comme une... Oui, c'est ça, fonctionnaire. Et en fait, ça a marché. Voilà, donc on peut arriver à faire les deux. C'est une petite victoire et je suis très contente pour elle. Juste, je vais ajouter, c'est que une victoire aussi, c'est que
quand on a brisé le mur du silence sur la question des violences faites aux femmes, c'était en juillet 99, quand on a envahi le bureau d'un préfet, pour lui dire que c'est bon là, il n'y a pas d'espace d'écoute pour les femmes victimes, il n'y a rien, pas un endroit pour loger les femmes, il n'y a pas de centre d'hébergement. Et là, nous sommes montés 8 dans le bureau d'un préfet, avec enfants, femmes et tout le reste. Et là, on a gagné. Et vraiment, ça a été notre victoire. Et la première femme qu'on a logée a été logée à Torail. Et ça a été... tout près d'ici, là. Là, à Torail. Je pense qu'elle n'habite plus là maintenant. C'était une belle victoire. Parce que la violence faite aux femmes, jusqu'en 4 juillet 1999, était tabou. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas d'espace d'écoute. Il y avait la déléguée qui faisait comme elle pouvait, avec des nuits d'hôtel. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Mais il n'y avait pas de centre d'hébergement. Et il n'y avait pas... On n'en parlait pas. C'est-à-dire, sur au bateau, c'est qu'on cherchait. Et c'était ça. C'est où chercher, quoi. Bougla bateau, où chercher aussi. Hein. Il bougla pas en main, ça, il pas en main l'amour, comme ça, il part, mais il bouge, il fait fouiller, c'est ça, il en met. Donc, non, ça a été, et ça, au moins, des femmes victimes, on en a eu, hein, après. Ça a été une belle victoire aussi, pour la Martinique, pour les femmes de la Martinique. Pas pour moi, pour les femmes de la Martinique. Et ma dernière question est, quel message auriez-vous pour la jeunesse ? Je préfère répondre avant pour qu'on puisse conclure sur des paroles de l'association. Je vous ai déjà dit, votez, engagez-vous, soyez des citoyens et des citoyennes responsables et engagés. Laissez pas passer le vidé. Rentrez dedans, prenez la tête et votez. Vraiment, 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 c'est ça. Ayez une vie active et citoyenne. Engagez-vous et puis votez. Alors bon, je vais faire 2 messages. Hein. Un message d'abord pour les hommes, pour les garçons, pour les hommes. Parce que nous sommes une association mixte. Et non mixte, je veux dire. Non mixte. Nos membres sont des femmes. Mais les hommes ont un travail incroyable à faire. Tout d'abord, ne pas permettre à un copain, à une amie, à avoir des comportements sexistes. C'est la première chose. Des blagues sexistes. Même si vous savez que si vous lui dites... vous lui dites quelque chose, il va vous traiter de tous les noms. C'est votre premier rôle. Interdire toute blague sexiste en votre présence. Il faut les remettre à leur place en leur disant, il fait blague sexiste à les mamans, les papas, enfin. Il faut leur dire que vous ne cautionnez pas ça. Parce que quand on cautionne ces blagues sexistes, quand on cautionne les mots attribués aux femmes, eh bien, on cautionne la domination, on cautionne la violence. Donc vous avez un rôle inimaginable que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que, et déjà que vous soyez un modèle, on sait pas, on est aussi dans une ambiance, on ne va pas être exempt de tout, mais que vous ayez déjà un comportement qui soit un comportement non sexiste, mais n'autorisez rien qui soit sexiste, quelle que soit la personne. On vient vous raconter que « Ah ouais, mademoiselle, montez pays, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas respectueux. Ça, c'est une attitude. Et là aussi, vous pouvez vous engager à côté des associations. Vous êtes des alliés. Il y avait une association qui s'appelait Zéro Macho. Ce sont des gens qui faisaient des manifestations qui, le 8 mars, repassaient sur toutes les places publiques. Enfin, qui avaient des activités contre le sexisme. On peut créer au lycée une petite association qui lutte contre le sexisme de gars. Et puis, aux filles, nous leur disons qu'il faut s'engager, que les luttes, rien n'a été obtenu sans lutte des femmes. Mais rien. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment ou un autre, se dire, moi, je dois m'engager pour faire avancer les choses. Et premièrement, une chose qu'on vous dira aussi, c'est que pour vous protéger, soyez libre de vos choix. Et la première chose qui vous permettra d'être libre de vos choix, c'est l'éducation. Vous savez, les filles et les garçons ont été élevés différemment. La première chose qu'on dit à une petite fille, tu as tes fiancés. C'est quoi ta fiancée ? On est persuadé que l'épanouissement d'une fille passe par une vie de couple. Et donc, dès très tôt, pour qu'une femme soit épanouie, il faut qu'elle soit en couple. Et puis on voit sur les réseaux sociaux, je suis en couple. Et ça,
ça empêche aux jeunes femmes de voir plus loin. Elles sont omnibulées par ça, parce que c'est ça. Si tu n'es pas en couple, ou pas qu'à exister, ou pas moun. Et si tu n'as pas telle posture dans une relation sexuelle, c'est comme ça. Il faut faire ça. C'est comme ça qu'on a vu. Donc, et plus on est attaché à ce genre de choses, moins on va s'investir dans la culture. On va s'investir dans son éducation, que je dis éducation scolaire, et aller le plus loin possible pour être vraiment la femme de sa vie, pour être libre, autonome. Et là, tu vas choisir ton homme. Et même si on a un copain quelque part, on pourra lui dire non là, top là. Et à la première injure, premier malmené, le premier mot, on finit avec ça. La personne qui te dit que tu ne dois pas fréquenter telle personne, c'est-à-dire qu'on veut t'isoler par rapport aux autres. On veut t'isoler. Si on contrôle ton portable, c'est toi-même, tu n'as pas le droit de contrôler le portable de ton copain non plus. Mais la première, et ça c'est fondamental, être libre. Et c'est pour ça que le thème de notre campagne du 8 mars cette année, du mois du 8 mars, c'est être femme et libre. Parce que c'est cette liberté qui va te permettre de choisir avec qui tu veux vivre. Parce que tu auras les moyens financiers aussi de cette autonomie. Parce que tu vas bosser, tu vas travailler dans un garage, tu vas continuer, tu vas peut-être un jour avoir ton entreprise. Et ça donne de l'assurance. C'est-à-dire, c'est avoir vraiment... et là, tu pourras t'engager aussi avec d'autres femmes, parce que la réussite, le pouvoir sur soi est important, mais le pouvoir collectif aussi est important pour créer cette société avec des garçons et avec et des filles qui veulent vraiment changer, être dans une société de progrès, une société qui ne soit pas une société conservatrice, avec ce que nous connaissons, ce que nos parents ont connu, des mères et des pères, des mères victimes de violences, des pères dominants. Donc voilà ce que je peux vous dire. Engagez-vous. Les garçons, n'acceptez pas de gens avec des propos sexistes à côté de vous. Et les filles, soyez les femmes de votre vie, quoi. Soyez pour garantir votre liberté. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je voudrais intervenir avec une dernière question. Comment nous pouvons vous contacter? Et êtes-vous sur les réseaux sociaux? Et où se situe Kaifam? Alors, vous pouvez nous contacter, on est sur les réseaux sociaux, on a une page Instagram très active qui s'appelle Culture Égalité. Et nous avons une page Facebook moins active, parce que je ne sais pas comment on a fait, bon bref, c'est moi qui la maintiens, moi elle est moins active. Bon, mais on a une page Instagram très active, on a un site et on est au 158 de la rue Victor Hugo. C'est du côté du canal, c'est-à-dire c'est vers le bas de la rue Victor Hugo. Et notre numéro de téléphone, c'est le 06 96 19 91 58. Moi, je le retiens en disant 06 96 199 158. Et aussi, on a le 05 96 35 66 80. Alors, il faut savoir que nous pouvons aussi venir dans vos quartiers. Si vous avez quelque chose, vous voulez organiser une petite réunion de jeunes, ou si vos parents veulent organiser quelque chose, vos mères, on peut venir dans vos quartiers, dans votre cité, là où vous habitez, projeter un film, discuter de ça. Enfin, nous sommes à votre disposition. Et Kaifam, l'espace d'écoute, et vous reçoit. Et vous pouvez appeler aussi l'espace d'écoute. Alors, pour l'espace d'écoute, il y a aussi un autre numéro. Ça fait beaucoup de numéros. C'est le 06 96 53 71 16. C'est l'espace d'écoute. 53 71 16. Donc, on est là pour organiser avec vous des moments agréables autour de pas de match de football. Hein. Non. Donc, voilà. Donc, on est à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de nous. Et nous remercions encore les deux enseignantes qui sont là. Et vous avez de la chance. Vraiment. Il y a un numéro de téléphone 78 08 51. C'est mon numéro de téléphone à moi. 06 96 78 08 51. Délégué aux droits des femmes, Muriel Sidalis Montez. Merci d'avoir répondu à nos réponses. Comment ? Merci d'avoir répondu à nos réponses. À nos questions. Enfin, oui, nos questions. Non, nous voulons aussi vous dire que s'il y a une urgence, si vous voyez quelqu'un qui est victime de violence, qui a une urgence, n'hésitez pas à appeler le 17. C'est la police, il faut le faire. Le 17,
et le numéro d'urgence en cas de violence d'une voisine, de quelqu'un dans la rue. Hein? Bon, il y a bien entendu les policiers qui sont là, mais ils vont orienter vers le 17. Mais il n'y a pas que ça dans le féminisme, il y a de la joie. Et on peut faire des choses intéressantes sur le matrimoine. Vous projetez les femmes qui ont construit notre histoire. On a une marche que nous faisons sur Rivière-Pilote et à Rivière-Salée. On a fait des choses très sympas avec la mairie de Rivière-Salée. Et je crois qu'il y a une grande manifestation le 8 mars de pratiquement toutes les associations convergent. Vendredi soir. Ouais, le 8 mars pour la journée internationale. À 18h sur le rendez-vous 17h30 à l'Atrium. À l'Atrium, avec toutes les associations, les syndicats, enfin bon, voilà, nous y serons. Donc, un grand déboulé. Avec beaucoup de bruit, paraît-il. Voilà. Et puis, bon, soyez aussi des ambassadeurs de la lutte contre le sexisme et des ambassadrices aussi de la lutte contre le sexisme. C'est important. Et vous êtes la relève. Et merci encore de mener ce combat au quotidien. On essaye et on souhaite la relève, c'est surtout ça. Et puis, il y a la relève là aussi. Hein, bravo, belle initiative et merci de votre accueil. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Allez, et puis bonne continuation à vous tous et toutes pour vos études. C'est important de réussir et d'aller le plus loin possible.